Bonjour à vous tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de 300 millions de critiques. Vous le savez, nous sommes à l'Institut du monde arabe et nous retrouvons l'un de nos vieux camarades, Bonjour Olivier. Bonjour Olivier Guillaume. Borrand, donc ambassadeur de France en Tunisie. On va parler d'une opération qui est importante et qui nous intéresse, qui s'appelle Djerba invite la France. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une saison culturelle qui, depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 2017, va faire que Djerba va devenir vraiment la maison des Français. Vous savez que Djerba, elle l'est depuis longtemps. Hein. Ulysse est passé par là il y a fort longtemps. Il avait été séduit par cette île magnifique dont Homère parle. Et les Français l'ont été puisque c'est la destination préférée des touristes français depuis déjà 30-40 ans. De même que les Djerbiens, qui sont une population tunisienne qui est très attachée à la France, qui a immigré très largement. Et souvent, quand vous rencontrez un Tunisien en France, il est d'origine djerbienne. Donc il y a des liens très forts entre ces deux territoires, la France et Djerba. Et pendant 3-4 mois, grâce à des événements culturels, de la danse, du théâtre... Une coproduction entre la Tunisie et la France? Absolument. C'est vraiment une coproduction, clairement, pour faire revenir les touristes, puisque vous savez que suite aux attentats qui ont lieu en Tunisie, évidemment... avec 300 millions de critiques avec vous, d'ailleurs. Et c'était un souvenir formidable pendant ces 3 émissions que vous avez diffusées, d'ailleurs, en langue arabe en Tunisie. Vous avez pu faire connaître la Tunisie autrement qu'à travers ce qu'elle a traversé comme nous, à savoir cette période difficile. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire revenir ces touristes en alors, est-ce qu'on peut donner un cadre, un calendrier? Ça commence quand? Oui, alors ça a commencé tout simplement il y a maintenant 3 semaines, avec l'ouverture de la première Alliance française de Tunisie. Absolument. Et puis ça se terminera en mois d'octobre avec l'ouverture de la première école française qui s'appelle Victor Hugo à Djerba. Et entre-temps, vous aurez des humoristes, vous aurez des spectacles, des festivals, une route du cinéma, enfin, en gros, tous les week-ends, en plus de la mer, du soleil, des palmiers et d'une culture très singulière. Vous savez que depuis quelques années, on célèbre ce pèlerinage de la Griba, puisque la communauté juive de Tunisie est restée ici et elle est très fidèle à ses traditions. Donc tous les week-ends, vous avez des activités. Donc c'est une raison de plus pour vous, Guillaume, mais pour tous les chroniqueurs bien-aimés que j'aime et qui me manquent, de venir en Tunisie et en plus de ne pas bronzer idiot, de bronzer intelligent et surtout de découvrir cette île qui est assez extraordinaire dans ce mélange de cultures qui caractérise la Tunisie. Vous êtes arrivé au mois de septembre 2016 en Tunisie. Au fond, vous avez découvert quoi, monsieur l'ambassadeur? Je suis impressionné tous les jours, impressionné par l'intelligence, par l'éducation. J'ai découvert qu'avec une politique résolue, qui était celle de Bourguiba dans les années 50, qui consistait à dire il y a 80% d'analphabètes, je vais les éduquer tous. Aujourd'hui, tout le monde, à 98%, est alphabétisé et il y a une intelligence extraordinaire, une capacité, une plasticité, capacité de faire la révolution en 2011, mais capacité aussi de faire évoluer ce modèle de transition démocratique jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'exception tunisienne, au milieu de ces printemps arabes. Et puis de porter la culture, l'éducation au premier plan, bref, de nous plaire. Nous sommes interconnectés et c'est une société vraiment singulière dans un monde arabo-musulman qui montre bien que l'islam peut exister en tant qu'une religion partagée par tout un chacun sans pour autant se mêler de la politique. Merci, monsieur l'ambassadeur. Soyons un petit peu officiel, protocolaire. Le sommaire, le voici. Le Canada est en fête. On commémore le 375e anniversaire de Montréal, mais aussi le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Pour ces célébrations, les événements culturels sont de mise et nous en parlons aujourd'hui. L'humour canadien serait-il universel? Après un gros succès parisien, l'humoriste Sugar Sammy va se produire aux États-Unis. Cette étoile montante de l'humour francophone, mais pas seulement, s'invite dans les discussions de 300 millions de critiques. Le film Django a beaucoup fait parler, notamment pour la prestation de Reda Kateb dans le rôle du musicien Django Reinhardt. L'équipe a vu le film et partage cette expérience. Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, nous sommes avec Alain Gerlache. Bonjour, mon cher Alain. Bonjour, ce Guillaume, bleu bonjour vous sied à ravir. Je dois dire que ce jaune est assez extraordinaire aussi. Estelle, toutes mes félicitations. Petit côté suédois comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Lequel des deux est suédois? Notre payés Suisse, par un magasin de Michel mode. Serruti. Emmanuel Kérat, qui vous savez dirige la librairie francophone sur France Inter, extrêmement sérieux, pénétré de son sujet. Exactement. Et Mathieu Dugal. Et nous démarrons avec un Canada en fête, outre le 375e anniversaire de Montréal. C'est aussi donc le 150e anniversaire de la Confédération canadienne qui a vu le jour le 1er juillet 1867 avec la coalition de 4 provinces, Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Il y en a 10 aujourd'hui auxquels s'ajoutent 3 territoires fédérés pour cette célébration. Les événements culturels évidemment sont de mise. Mathieu va nous en parler, vous l'imaginez, mais histoire de se mettre dans le bain, voici quelques images d'une série québécoise emblématique qui est diffusée sur TV5 Monde, Les Pays d'en haut.
Vous n'êtes qu'une colonie ignorée du monde entier. Avec mon chemin de fer, c'est l'avenir du Québec qui se joue. Ça va être le pire scandale de toute l'histoire des pays d'en haut. Si on veut sortir la province du trou, il faut prendre les moyens. Il va faire exploser le Canada, c'est ça qui va arriver. On peut pas se marier si on reste ici. Je partirai pas. On peut pas changer le passé. Mais on peut changer l'avenir. Fête ou grande fête, Mathieu? Bon, 375 ans de Montréal, c'est une drôle de date, hein, quand même, on va se le dire. C'est un beau prétexte, quand même, pour célébrer, pour laisser aussi un héritage, parce que c'est souvent ce qu'on profite, ce dont on va profiter durant ces événements-là, c'est de créer des choses qui vont rester. Au 400e de la Ville de Québec, en 2008, on avait laissé quand même une infrastructure assez importante, qui est une promenade sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Pour le 300e de Québec, en 1908, c'était les Plaines d'Abraham, il faut quand même le souligner, qui est devenu maintenant un des parcs, un des beaux parcs d'Amérique du Nord, un peu comme le Central Park à New York. Alors, qu'est-ce qui va rester pour le 375e de Montréal et pour le 150e du Canada? Bien, on va laisser quand même l'événement se produire. Mais ce qu'il faut souligner quand même avec ce 150e-là du Canada, c'est quand même intéressant de voir que 150 ans plus tard, on se demande qu'est-ce qu'on fête véritablement. Parce que le Canada est né d'une ambiguïté. Hein? Parce que là, vous avez mentionné la Confédération canadienne. Oui, ça s'appelle la Confédération canadienne, mais dans les faits, le Canada n'est pas une confédération à la manière de la Suisse. Le Canada est une fédération. Et pourquoi on a appelé ça une confédération à la base? C'est parce qu'on avait un Écossais, hein, le premier ministre du Canada était un Écossais monarchiste qui a fait un gouvernement avec un Canadien français qui avait milité dans la rébellion des Patriotes, Georges-Étienne Cartier, dans les années 30 pour se séparer littéralement du pouvoir britannique. Tout ça pour contrer l'influence des États-Unis, qui est encore aujourd'hui un pays qui est menaçant, mais beaucoup moins qu'il ne l'était à l'époque. Il faut dire que le ratio de 10-1 entre le Canada et les États-Unis était encore... c'était ce que... On avait ce ratio-là aussi au 19e siècle. Donc, on veut créer... John A. Macdonald veut créer un pays centralisé. Il n'est pas du tout question de fédération. Lui ne veut pas créer de fédération. Il veut créer un État unitaire. Et on le prenait pas trop bien en Ontario, on le prenait pas trop bien au Québec non plus. Les anciennes, le Bas-Canada, le Haut-Canada ne voulaient pas d'un État centralisé. Alors on a dit, on va vous faire une confédération, mais la confédération n'en est pas une. Et donc, encore aujourd'hui, il faut souligner que le Québec n'est pas signataire, si on peut rajouter une couche dans cette ambiguïté-là canadienne. Donc, en fait, si je vous comprends bien, parce que ne vous inquiétez pas, on va vous reprendre la prochaine saison. On est en train de commémorer quelque chose qui n'existe pas vraiment. Bien, en fait, qui n'existe pas et qui fonctionne. C'est un tour de magie. Mais en même temps, il faut dire que le Canada fonctionne. Le Canada, ça fait donc 150 ans. Il y a eu beaucoup si on se place du côté des gens qui sont pour l'unité du Canada, il y a eu quand même des pressions sécessionnistes assez grandes avec, 2 référendums sur l'indépendance du Québec en 80, en 95. Il y a eu beaucoup de réticence aussi de la part de plein de provinces à intégrer le Canada. Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve, la dernière province à avoir intégré la Fédération, c'est 1949. C'est hier. Mais aujourd'hui, le Canada, c'est quand même une terre enviée. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller au Canada. Voilà. Il y a une sorte de magie du Canada. Je suis en train de lui faire les pompes d'une manière épouvantable. Mais après tout, il y a quand même une certaine forme de magie du Canada qui existe aujourd'hui. Votre grand voisin semble, depuis l'arrivée de Trump, d'être un territoire un peu repoussoir. Et vous, on a tous envie d'aller faire un tour chez vous, malgré le fait qu'on se gèle
Beaucoup. Les Français aiment beaucoup le Canada. D'ailleurs, l'immigration pas simplement les Français. Oui, mais il y a une immigration considérable. Mais il y a beaucoup d'immigration française. Mais c'est quoi? Il va y avoir des fêtes partout dans la rue, il va y avoir des événements tous les jours. Oui, il va y avoir beaucoup d'événements. Et là, donc, ce qui fait qu'on coïncide, et je vais terminer simplement pour vous dire que le Québec n'est pas encore signataire de la Constitution canadienne. Il faut quand même le souligner. Depuis 82, il y a eu rapatriement de la Constitution de Londres vers le Canada, et donc le Québec n'était pas signataire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, dans toute cette ambiguïté-là, vous le soulignez, ça marche quand même. C'est un pays qui fonctionne, qui a un niveau de vie qui est très élevé, même si ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un lourd héritage, évidemment, de spoliation des Premières Nations, parce que le Canada s'est construit sur, à toute fin pratique, l'extermination des Premières Nations. Au Québec, il n'en reste que 100 000 des peuples qui étaient là avant les Français, avant les Britanniques. Et c'est littéralement un territoire qui leur a été volé. Et il y a quand même un devoir de mémoire qui est en train de se faire dans ces commémorations-là. En 2008, quand il y a eu le 400e de Québec, il y a beaucoup d'historiens qui ont souligné le fait qu'on essayait justement de créer une histoire consensuelle autour d'un événement quand même qui avait plusieurs zones d'ombre. Et c'est encore le cas avec le 375e de Montréal, et c'est encore le cas avec le 150e, mais ça, c'est peut-être consubstantiel à ces événements-là, c'est-à-dire que c'est des événements où il faut donc être le plus consensuel possible. Personnellement, il y a plein de choses de ces événements-là qui me laissent plus ou moins froid, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que on crée des choses qui vont rester pour les générations à venir. Donc, on en profite pour faire des travaux de réfection, on en profite pour rénover des monuments. Et donc, il y a quand même, il reste quelque chose de ces anniversaires-là. Mais moi, j'ai hâte de voir la programmation. Ça commence bientôt. On commence à avoir quelques trucs intéressants. Moi, je pense que du côté de la Ville de Montréal, on va faire il y a des activités qui vont être vraiment très intéressantes. Depuis janvier. Oui, c'est ça. Ça a démarré. Ça a démarré depuis janvier. Il y a déjà des trucs très intéressants. On va illuminer le pont Jacques-Cartier, par exemple, du côté du Canada, du 150e du Canada. On va à Ottawa, il y a une programmation qui est très, très étoffée. On va intégrer beaucoup d'artistes très reconnus. Il y a des institutions très connues qui vont donc participer à ça. Donc, j'espère qu'on va réussir à dépasser le consensuel pour ces anniversaires-là, pour finalement regarder notre histoire, en tout cas, en face, et ne pas la regarder simplement avec des lunettes roses, comme c'est souvent le cas dans ces événements-là. Écoutez, il y a deux anniversaires, les 150 ans et le 375e anniversaire de Montréal. Ce sont deux anniversaires majeurs. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends là. C'est fondamental et c'est génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur le plan francophone, en termes de francophonie, avec tous ces pays qui sont, comme vous le dites Guillaume, fascinés par le Canada, intéressés par la culture, par la politique, par l'économie, par tout ce qu'il y a autour, il y a ces deux anniversaires-là qui vont permettre aux francophones du monde de se rassembler autour d'une idée forte, l'idée canadienne. L'idée canadienne avec d'abord les 150 ans et effectivement une grande réconciliation qui est en train d'être en marche, comme on dit en France en ce moment, avec la communauté Innu. La communauté Innu a été mise de côté pendant des décennies. Joséphine Bacon, qui est une poétesse extraordinaire que je vous conseille de lire, elle publie chez Mémoire d'Encrier. Est-ce qu'il y a des livres qui vont être consacrés à cet événement? Alors justement, j'y viens, Guillaume. Parce que les traces, ce sont les livres. Avec Joséphine Bacon, on n'a jamais autant entendu parler de Joséphine Bacon, qui est une poétesse majeure, qui dit aujourd'hui que les Inuits, ils ont toujours été mis dans un clan folklorique et que maintenant, ça suffit. On l'a reçu dans la librairie francophone. On avait fait une émission magnifique à l'Oratoire Saint-Joseph. Je vous conseille aussi de l'écouter en balado-diffusion. Il y a plein de livres qui sortent. Il y a les 375 ans de Montréal, où là, on retrouve toute l'histoire de Montréal. Les clubs de jazz, par exemple. Lors de la prohibition américaine, qu'est-ce qui se passait? Les Américains venaient à Montréal ou à Cuba pour boire dans des clubs de jazz. Et c'est grâce au club de jazz de Montréal qu'on a retrouvé comme ça des artistes monumentaux qui ont émergé sur la scène jazz. En fait, c'est grâce à la prohibition. Grâce à la prohibition et avec évidemment des lois qui ont été mises en place sur la moralité publique, avec Drapeau, avec Duplessis, etc. Non, voilà, juste pour terminer, c'est que les 375 ans de Montréal, c'est un regard aussi sur l'histoire, avec l'histoire ferroviaire qui a été majeure pour les États-Unis et pour l'Amérique en général.
Il y a plein de choses, voilà. Mais je suis très emballé par ces anniversaires. Je pense que Guillaume, vous ne saviez pas qu'en réalité, Emmanuel Kérat vient d'être engagé comme porte-parole des 375 ans et 150 ans du Canada. Et c'est à ce titre qu'il s'exprime. Et d'en marche. Voulez-vous rajouter quelque chose, mon cher Alain? Évidemment, mais brièvement alors. Mais pour boucler la boucle par rapport à ce qu'a dit Mathieu, moi aussi je viens d'un pays où il y a un face-à-face de nations et un face-à-face culturel. Je pense qu'il est normal qu'il y ait une certaine ambiguïté. S'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le totalitarisme. Ouais. C'est un peu comme dans un couple, ça ne tient que s'il y a une part d'ambiguïté. Et donc, moi, ça ne me dérange pas que les choses soient un peu floues si ça fonctionne. The proof of the cake is in the eating. La preuve du cake, c'est qu'on peut le manger. Et si on célèbre les choses avec la culture, ben, tant mieux finalement, parce que la culture, malgré tout, c'est quelque chose que l'on peut ressentir individuellement. Et pour autant qu'on ne réinvente pas une histoire, qu'on laisse des expressions culturelles diverses, qui nous confrontent parfois à des opinions et à des histoires différentes, so what? Allons-y, ça ne me dérange pas du tout. Et donc, moi, je trouve que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie à partir du moment où il n'y a pas une volonté d'imposer une histoire et une culture officielle. Voilà, So What est le titre d'un excellent album de Miles Davis. Mais je l'ai fait exprès par main tendue vers le Canada anglais. C'est pas le nom de l'album, hein, c'est le nom de la première pièce de Kind of Blue. Absolument. Et nous conclurons avec une déclaration d'amour dans l'interactivité de Georges Ouellet à sa ville sur Instagram. Montréal, tu es belle. Montréal, tu es belle. Montréal, tu es belle. Merci Mathieu de nous avoir fait partager quand même cette histoire parce qu'il faut la connaître et c'est important. Vous nous suivez sur Twitter et retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui s'affichent donc en bas de l'écran. De l'histoire officielle, nous passons maintenant à l'histoire amusante et carrément à l'humour canadien avec un personnage vraiment intéressant. Après un gros succès parisien et même un succès aux États-Unis, Sugar Sammy va se produire donc 2 mois aux États-Unis où il retourne. Il est d'origine indienne par sa famille, il est né à Montréal. Celui qui se dit ingénieur en blague semble avoir pigé comment faire rire sans frontières. Nous parlerons de lui juste après cet extrait de son spectacle. Regardez-le, on dirait une sorte, comment peut-on dire, de George Clooney indo-canadien. Ah, je suis content d'être ici en France. J'adore ça ici. Vous êtes mon pays arabe préféré. Ça va être comme ça toute la soirée, monsieur. Si vous n'avez pas aimé ça, ça va être très, très long. Non, mais j'adore. Moi, ils m'ont donné le choix, après le Québec, de continuer ma carrière aux États-Unis ou en France, puis moi, j'ai choisi la France. J'ai choisi la France. Parce que après le 11 septembre, ils ont commencé à maltraiter les Arabes aux États-Unis. Tandis que vous l'avez toujours fait. On sait à quoi s'attendre chez vous, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de surprise. Liberté, égalité, fraternité pour presque tous. Vive la France! Les Arabes, enfin! Quelqu'un l'a dit. Regarde les Blancs, ouais, je sais. On ne veut pas en parler. Mathieu, nous revenons vers vous, parce que Sugar Sammy est quand même un personnage assez étonnant. Dans le monde des humoristes, j'avais l'impression dans le monde entier des humoristes, il y a une personnalité particulière, il y a une sorte de contraste, si je puis dire, entre l'élégance de sa présence sur scène, bel homme, toujours extrêmement élégant, et d'une vacherie absolument monumentale. Ouais. Il faut dire qu'il y a des bons professeurs de vacherie. Hein. Un de ses maîtres à penser, c'était l'humoriste juif new-yorkais Don Rickles, donc un des piliers du genre qui prenait vraiment plaisir, paraît-il, j'ai jamais vu en spectacle, mais à malmener son public. Ouais. Et c'est vraiment la marque de commerce de Sugar Sammy, hein, qui est le pur produit Montréal. On parlait de l'histoire du Canada tout à l'heure. L'histoire du Canada est une histoire de métissage. Hein. Vraiment, c'est à la base de l'histoire du Canada. Et là, on a vu donc cet Indien d'origine né à Montréal et qui a été francisé par une loi qui a été décriée par la communauté anglophone à Montréal lorsqu'elle a été adoptée dans les années 70, la loi 101, donc sur la francisation, sur la langue officielle du Québec. Et donc, c'est un peu une ironie. Et il en joue, parce qu'il se moque des souverainistes. Il se moque de tout le monde. Hein. Il se moque mais également... il se moque à la sulfateuse. Ah non, mais c'est vraiment, c'est très vache, mais il se moque également de tout le monde. Et il va vraiment aller
appuyer là où ça fait mal, dans chacun des publics, chez chacun des publics auxquels il va s'adresser. Et il le fait très bien. Hein. Il faut dire que c'est quelqu'un qui a commencé dans l'humour anglophone, quelqu'un qui, d'ailleurs, doit son nom de scène au fait qu'il laissait entrer les jeunes filles gratuitement à ses premiers spectacles, alors qu'il faisait payer les gars. Et bon, on a commencé à l'appeler donc Sugar Daddy, et donc bon, Sugar Sammy est venu après. Et c'est quelqu'un, justement, qui réussit quand même un pari qui n'est pas facile. Parce que dans le monde de l'art, de la culture au Québec, parce que c'est là, en tout cas quand il est en français, quand il fait son humour en français hors France, bien, c'est souvent là, il se moque ouvertement, justement, des souverainistes. Il se moque ouvertement des gens qui sont davantage du côté nationaliste de l'échiquier politique. Et dans le monde de la culture au Québec, ça s'était pas fait souvent, et surtout là, de la part de quelqu'un qui vient d'une communauté qui est davantage liée à la communauté anglophone et qui a quand même réussi à percer parce que c'est quelqu'un qui a fait des tournées au Québec beaucoup, il est connu, il est apprécié, donc il a du talent. Il a des records, mais il a eu des records de vente de billets avec ses spectacles. Et donc, il a réussi un pari qui n'était pas facile. Et actuellement, ça se reproduit au Québec et en France. Et il faut quand même souligner que ce qu'il fait en anglais aux États-Unis, en français au Québec et en France, bien, il le fait en hindi et en punjabi en Inde, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise aussi, il parle 4 langues. Là. Je trouve que c'est un tour de force. Parce qu'alors, je fais un rapide parallèle. En Suisse, des comiques qui sont capables de faire rire en Suisse alémanique, au Tessin et en Suisse romande, il n'y en a pas 15 000. Il y a eu Émile, par exemple, c'est à peu près le seul. C'est très dur de réussir à faire ça. Et lui, il s'appuie sur une capacité linguistique qui est assez hors norme. Puis surtout, si on prend la peine, alors ça demande un petit peu de temps, mais si on prend la peine de regarder un certain nombre de spectacles, ce qui est patent, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il a une sorte d'arsenal de réponses qui sont prêtes, qu'il est capable d'adapter à son public, mais qui va reprendre. Alors, une fois, ce sera Mohamed, mais une fois, ce sera, je ne sais pas, ce sera peut-être Jean, mais finalement, il va réagir de la même manière selon le public qu'il a en face de lui. Et ça marche à tous les coups, avec un sens de la répartie comme ça. C'est vrai qu'il est impressionnant. Le gagnant est impressionnent. Effectivement. Alors, il y a des gens aussi qui essayent d'avoir ce côté international. En France, c'est Gad Elmaleh qui essaie une carrière américaine. Il y en a d'autres. Mustapha El Trassi a essayé aussi. Mais pour l'instant, Gad Elmaleh y arrive un peu. Sugar Sammy y arrive aussi. Pour les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué, Alain. Moi, je crois, et pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que les gens qui sont d'origine multiple peuvent transgresser plus facilement un certain nombre de choses. Moi, je ne connaissais pas Sugar Sammy, j'irai le voir quand il repassera en Belgique, parce qu'évidemment, il passe chez nous aussi. Il me fait un peu penser à cet humoriste ou ce stand-up américain qui s'appelle Aziz Ansari. Il a participé à une série qui s'appelle Master of None, qu'on peut voir sur Netflix, et où c'est quelqu'un d'origine indienne à New York, mais né sur place, complètement new-yorkais, mais qui, à cause de ses parents, de sa couleur de peau, de sa culture multiple, peut briser toutes les règles. Et il y a ce genre d'humour complètement ravageur qui ne serait peut-être pas possible s'il était tout simplement blanc. Ah ouais. Oui, absolument. Et en plus, ils savent ce dont ils parlent, et ils ont une liberté de ton qui est extraordinaire. Et nous, effectivement, on a Yacine Bellatar qui est... Non, en France, Yacine Bellatar est un peu sur le même registre, pas dans le stand-up. Lui, il est moins peut-être dans l'improvisation, mais il l'est quand même. Et il y a ce côté politiquement incorrect. Il n'a pas cette audience... Non, mais dans le sens, dans le côté vanne et dans le côté de plaisanter des attentats de Nice ou du Bataclan, ou dire attention, enfin vraiment, ou plaisanter sur le fait qu'il y ait des femmes voilées. Ça, je pense qu'il peut le faire parce qu'il a les origines qui lui permettent, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est souvent, c'est percutant même. Enfin, moi, mais c'est pas une question de couleur. Hein. Non, pas c'est aussi une question de connaître les différentes cultures de l'intérieur. Il se moque des Marocains et des Tunisiens et des Algériens, et ça fait match. Et même quand nous, on n'est pas spécialement fait, on comprend. Bon, alors c'est pas exactement pareil avec Sugar Sammy, mais lui, il a vraiment le sens de la vanne. C'est vrai que la vanne est surtout de s'adapter. À un moment, il plaisante sur la banlieue française. Il fait un rapprochement avec la banlieue à Montréal. Bon, nous, on ne connaît pas, mais d'un coup, oui, on comprend tout de suite. Il va hyper vite. Et surtout, juste une dernière chose par rapport à la stratégie. Il a commencé au point-virgule, il va à l'Européen, il va à l'Alhambra. On sent que c'est extrêmement bien huilé, bien produit. Non seulement il est extrêmement intelligent, mais je pense qu'il a su très bien s'entourer pour aussi avancer doucement. Et il
il expliquait, il est revenu au Canada, il expliquait ce que ça faisait d'être en France. Et il a reconnu que le contexte, il y avait beaucoup de tensions, que ça, il l'utilisait beaucoup pour faire rire, parce qu'il y avait un côté libérateur, et ça, on le sait en France, et que même les élections, Le Pen, tout ça, pour lui, c'est une mine d'or, comme Trump aux États-Unis, et on sent vraiment que le garçon est extrêmement intelligent et sait s'en servir. Vous vouliez rajouter un mot? Dire ce que j'en pense déjà, parce que j'ai pas encore intervenu. Mais pourtant, vous êtes un pakistanais, vous aussi. Non, pas du tout, non. Alors, il est délégué à la culture pour le Canada. C'est délégué à la culture. Non, mais ça me rappelle Peter Sellers dans La Partie, j'adore, c'est mon film préféré. Emmanuel, je plaisante. Je sais. Je trouve que, d'une certaine façon, il a un talent parce qu'il sait s'adapter à plusieurs cultures. Mathieu l'a dit, effectivement, il est trilingue, il a une triple culture, il a cette capacité à s'adapter à toutes les situations, mais je pense qu'il lui manque quelque chose en termes d'écriture et peut-être qu'il serait intéressant. Mais c'est pas de l'écriture, c'est là où il est quand même très influencé par le monde américain, comme l'était par exemple Lenny à un moment, c'est qu'il monte en scène pour proférer comment on peut dire, quelque chose de, pour employer un mot présentable, de disruptif. Et que les gens finissent par... On lui a reproché souvent aussi ce manque de finition-là. Et d'ailleurs, dans son show You're Gonna Rire, donc un show qu'il a fait en franglais, donc vraiment en espèce de littéralement en bilingue, on lui reprochait le fait d'avoir en français un ton qui était plus léché, et lorsqu'il passait à l'anglais, on tombait vite dans des blagues vraiment très potaches, des trucs un peu campus américain, pas très relevés. Et il y a un côté very bad trip assumé. Mais c'est un peu ce qu'on fait entre amis ou entre collègues, où nous, après l'émission 300 millions de critiques, quand on va se chicaner autour d'un verre, n'est-ce pas Michel? On fait ça d'une bouteille. Finalement. Et avec modération. Mais voilà, ça suffit pas pour faire un spectacle. Lui, il a quand même ce talent-là. C'est le fait que ce soit pas écrit, je pense, lui permet justement alors d'avoir cette portée universelle. C'est-à-dire que parce que s'il fallait écrire, il devrait écrire chaque fois pour des spécificités culturelles, régionales, de pays nationaux. Là, il travaille des réparties qu'il est capable d'adapter en fonction du public qu'il en face de lui, et comme il maîtrise plusieurs langues, ça lui permet effectivement d'avoir du coup une envergure internationale qu'en général les humoristes n'ont pas. Mais c'est un maître de cérémonie assez exceptionnel. Je vais vous donner un exemple avec l'absence de talent qui me caractérise. À un moment, il présente dans une catégorie un certain nombre d'humoristes. Là, on va dire mais non, vous avez du talent. Pas du tout. Écoutez-moi, c'est pas moi, c'est lui. Et alors il dit donc. Et donc, dans la catégorie Madame Intel, dont la carrière se résume à une comparaison à la masturbation, ce qu'elle fait, c'est très bien pendant 3 minutes, mais dès qu'elle fait un spectacle de plus de 10 minutes, c'est chiant. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement horrible que les gens sont dans un état sont tétanisés. Et comme ils sont tétanisés, ils rient de cette espèce de violence qu'il installe. Cet excès est évidemment davantage possible dans ce qui apparaît être une improvisation que dans quelque chose d'écrit. Voilà. Et je n'ai pas dit léché. C'est le retour du bouffon du roi, qui avait tous les droits. Exact. 9 novembre prochain, Sugar Sammy, car après tout, notre opinion nous concerne, mais vous allez découvrir donc à l'Alhambra ce qu'il est capable de faire, et vous ferez votre propre jugement. Sur Facebook, Claire a partagé son plaisir après avoir vu Sugar Sammy sur scène à Paris, où l'art de remet notre pudeur française. C'est vrai que c'est une bonne expression. C'est un combat contre la pudeur, son travail. Sans gêne, grâce à son inimitable charme et décontraction donc de Québécois. Vous nous suivez sur Twitter, bien évidemment, et retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Mon cher Emmanuel, au revoir. Vous reviendrez bien évidemment, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous allons maintenant faire le tour de l'actualité francophone. Et c'est important de faire ce tour de l'actualité francophone, c'est le Zap Culture, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square. C'est le film qui a le plus fait rire la Croisette. Pas étonnant quand on voit le tempérament exubérant de Ruben Östlund. L'un des grands favoris, 120 battements par minute de Robin Campillo, décroche le grand prix du jury. Le film raconte les années SIDA et les combats de l'association ACT UP. Merci à tous. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Oumou Sangaré Yerefaga, c'est en fait une chanson contre le suicide, qui est un vrai fléau. C'est un vrai fléau. On doit se battre contre les problèmes, mais on ne doit pas mettre fin à sa vie devant un problème.
Bienvenue dans l'univers de l'être humain augmenté. Avec son exposition Corps Concept, la Maison d'Ailleurs à Yverdon invite à un voyage au cœur du transhumanisme, un mouvement qui entend repousser les limites physiques, intellectuelles et émotionnelles de l'homme. Le morceau imposé, une autre tradition du concours Reine-Élisabeth. Chacun dans sa chambre entièrement insonorisée tente de démêler la partition écrite spécialement pour l'occasion. Une première pour le violoncelle avec des passages très novateurs. Une sorte de délire expérimental, truffé d'inventions. L'année 1967, un tournant pour le rock avec à côté des Beatles l'émergence d'autres figures iconiques et le début des grands festivals rock en plein air. La Bohème remplace les Alouettes, un opéra gratuit pour le 375e de Montréal. On n'a pas la chance d'aller à l'opéra avec la petite, ça coûte cher le billet. Ici, c'est le spectacle qui dicte le tempo, pas les musiciens. C'est une forme de souplesse qu'ils doivent acquérir. Et là, il y a une sorte d'improvisation qui est absolument intéressante. De la dextérité dans les doigts et un sens inné du groove, Nicolas Kumert est musicien professionnel depuis 20 ans. Le jazz, c'est carrément une musique de l'instant. Tout se passe, tout se décide au moment même, quoi. Bonjour mon chéri. Qu'est-ce que c'est que cette frénésie de nettoyage un samedi à 9h du matin? Tu sais plus comment occuper tes loisirs? Avec Maggie, il a formé un couple mythique pour les Français pendant plus de 8 ans. Jean-Marc Thibault dans le rôle de Georges Boissier, celui qui a rendu l'acteur populaire. Jennifer, est-ce que vous nous recevez, Jennifer? Oui. Une grande lumière? Et si les ovnis envahissaient la Terre? La pièce revisite le canular radiophonique d'Orson Welles de 1938, une fiction sur la peur de l'autre, encore très actuelle. En Afrique, l'islam, pendant des siècles, s'est diffusé de manière lente, progressive, volontaire et donc tolérante. Et pendant ces siècles-là, l'islam n'a pas détruit, l'islam a assimilé toutes les traditions antérieures. Marie-Francine. Maman, oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? 50 ans. Nous parlons maintenant pour le dernier sujet donc de 300 millions de critiques du premier long métrage d'Étienne Comard qui fut jusqu'alors scénariste et coproducteur de Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Donc le film Django qu'il vient de réaliser fait beaucoup parler de lui, notamment pour la prestation absolument remarquable de Reda Kateb comme comédien, mais aussi dans ce rôle quasiment impossible qui est celui du guitariste Django Reinhardt. Nous allons parler de ce film juste après sa bande-annonce que voici. Je suis musicien. Je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing. You've got a name, haven't you? Oh yeah, I've got a name here. My name is Django. C'est qui ce clown là? C'est Hitler. Elle est naze sa moustache. Naze, ouais. Pas comme la tienne. Je te présente le lieutenant Dietrich von Schultz, c'est notre docteur jazz. Goebbels veut vous voir jouer Berlin. Non, j'irai pas. Si on perd l'appui de docteur Jazz, on est mort. T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clark Gable. Depuis le mois de mars, il y a eu beaucoup d'arrestations de tziganes. Mais s'ils n'obéissent pas, ils sont abattus sauvagement. C'est pas ma guerre, ça. Django, tu dois fuir. Ce qui prépare dans l'ombre est abominable. Django est un musicien unique. Il peut encore composer de très belles choses. C'est mon homme. Oubliez-le. Écoute comme c'est beau. Ça fait 2 mois que je poireaute ici. Tu devais nous faire passer en Suisse. Je suis là avec ma famille à attendre un signal pour passer. C'est jamais le bon moment. J'y crois plus à vos promesses. Si ils te capturent, ils te tueront. Vous connaissez la musique comme moi? Non. Mais elle me connaît. Mon cher Yves, bonjour. Yves Bigot nous a rejoint, le patron de TV5 Monde. Alors, il y a à la fois la performance, effectivement, de l'acteur qui, ne connaissant pas une seule manière de jouer de la guitare, se met à essayer de mimer et en même temps de jouer, un peu comme Django Reinhardt,
qui lui-même était quasiment inimitable, parce qu'il ne jouait de la main gauche qu'avec 3 doigts, donc c'est quand même très très compliqué à faire. Donc il y a 2 choses dans ce film, c'est à la fois la performance de l'acteur et en même temps le fait qu'on revienne à cet artiste phénoménal que fut Django Reinhardt. Il faut déjà, Guillaume, expliquer à tous ceux qui nous regardent qui était Django Reinhardt. Donc, guitariste manouche, gitan, né en Belgique, Alain, mais les gitans se promenaient dans l'Europe, et qui, alors qu'il a déjà commencé à être connu, à faire ses premiers enregistrements, va perdre, vous l'évoquez, 2 doigts de sa main gauche dans l'incendie de sa roulotte. Et donc, ça va l'amener à avoir une technique très particulière, puisqu'il n'a plus que 3 doigts pour jouer. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que 2 des plus grands guitaristes qu'il a inspirés par la suite ont eux aussi connu des accidents à la main. Jerry Garcia, le leader du Grateful Dead, qui avait le majeur sectionné par un accident, et Tony Iommi, le guitariste de Black Sabbath, donc groupe de métal de Birmingham, qui lui travaillait dans les ateliers justement de Birmingham et a mis sa main dans une machine et a dû se fabriquer une espèce d'attelle avec du cuir et de la ferraille pour arriver à jouer. Donc tous les 2 ont été très inspirés à la fois par la musique bien sûr, mais aussi par la technique de Django Reinhardt. Ensuite, évidemment, il a été avec le violoniste antibois Stéphane Grappelli, le leader du quintet du Hot Club de France, groupe de jazz absolument légendaire sur l'ensemble de la planète. Et par la suite, sa carrière l'a emmené également aux États-Unis pour jouer avec Coleman Hawkins, avec l'orchestre de Duke Ellington, etc. Mais surtout son influence sur tous les guitaristes qui l'ont suivi. Et au dans départ, tous les Charlie styles. Christian, donc grand guitariste de jazz. Et puis Charlie après... Christian, Wes Montgomery, et puis aussi par la suite dans des styles formidablement différent, Chet Atkins, le roi du Nashville Sound. Donc on est là dans la country music, mais il accompagnait aussi Elvis Presley, Chet Atkins. Donc c'est incroyable. Mark Knopfler, qui d'ailleurs a enregistré un album en duo avec Chet Atkins, et puis des gens aussi différents. Je vous dis que Jerry Garcia du Grateful Dead, Tommy Iommi du Black Sabbath, Jimi Hendrix a appelé son groupe Band of Gypsies en honneur de Django Reinhardt, et des gens comme Jeff Beck ou Dickie Betts, par exemple, un des Allman Brothers Band, a enregistré un instrumental, Jessica, qui ne vous dit rien quand je vous dis son nom, mais si vous l'entendez, vous l'aurez entendu comme indicatif de dizaines et de dizaines d'émissions de radio et de télévision, et dédié donc à Django Reinhardt. En France, évidemment, Thomas Dutronc, voilà, est un fan absolu de Django Reinhardt. Et puis, les étrangers ont beaucoup aimé ce nom, qui n'est d'ailleurs pas le sien. Lui s'appelait Jean Reinhardt, mais Django, David Crosby a appelé son fils Django, et un excellent groupe anglais qui s'appelle Django Django. Donc vous voyez son influence, on va dire, sur la culture rock. Une des plus grandes pièces de jazz aussi de John Lewis a été composée à son honneur, qui est devenu un classique par la suite. Voilà. Bien sûr. John Lewis qui est pianiste. Bien sûr, voilà. Du MGP. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, donc, vous l'avez dit, Guillaume, il y a la performance. Alors, non seulement de l'acteur principal, l'autre étant Cécile de France, Alain, votre Belge, qui s'appelle de France, mais elle est belge. Et d'ailleurs, Claire de Namur est française. C'est un prêté pour un rendu. Et donc, il y a une performance intéressante parce qu'il a dû, pour être crédible dans ce film, effectivement s'entraîner non seulement à jouer de la guitare, mais de jouer de la guitare comme Django, donc avec 2 doigts de la main gauche qui manquaient. Donc c'est une formidable performance d'acteur dans un contexte que je laisse à mes camarades vous raconter, donc, qui est celui du film, qui n'est pas un biopic, encore une fois, de Django Reinhardt, mais simplement la mise un peu en abîme, on peut dire, d'une partie de sa vie, évidemment une partie qui nous parle beaucoup, parce qu'on peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, qui est celle de sa vie sous l'occupation. Michel, vous qui adorez le jazz, vous êtes celui qui aimait le plus de jazz de notre joyeuse bande, vous pensez quoi de Django Reinhardt lui-même? Je parle de l'artiste. De l'artiste. Alors Django Reinhardt, alors Yves en a parlé, ça a été, ce que je peux simplement rajouter à ce qu'il a dit, c'est qu'il faut bien comprendre que ça a été vraisemblablement, en tout cas à son époque et même plus tard, ça a été un des seuls, si ce n'est le seul musicien non américain qui a eu autant d'influence, qui a eu vraiment une influence mais importante sur les musiciens américains dans leur approche de la musique, et pas simplement de la guitare, même dans leur approche de la musique et de la façon de jouer, parce qu'il avait une technique qui était évidemment la sienne due à son handicap,
qui a suscité l'intérêt de la part des musiciens, mais au-delà de ça, la musicalité qu'il a développée, c'est quelque chose que j'allais vous dire. C'est le truc. Enfin, la chose qui est caractéristique de Django Reinhardt, c'est que vous avez 2 mesures et immédiatement s'est installé le rythme et une musicalité qui n'est pas justement ni celle du guitariste qui joue très vite ou qui sature. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui devient merveilleux, quoi. Oui, et qu'on retrouve aussi dans ses compositions. Allez écouter Nuages, par exemple, qui est une composition majeure de Django Reinhardt, qui est d'une musicalité, d'une sensibilité qui sont très fortes et qui le caractérisent bien, en l'occurrence le garçon. Donc voilà, il a eu ces capacités-là, et d'ailleurs, quand il a commencé à jouer, moi je me rappelle avoir rencontré pour les 100 ans de son décès, j'avais été interviewé des représentants de la communauté manouche en Suisse, qui étaient musiciens. Les 100 ans de sa naissance. Pardon? De sa naissance, pas de son décès. Les 100 ans de son décès, c'est dans longtemps. Les 100 ans de sa naissance, pardon, merci. Mais nous y serons tous. C'était en 2010, puisqu'il est né en 1910, c'était les 100 ans de sa naissance, pardon. Et il m'expliquait que voilà, leurs grands-parents se souvenaient très bien de quand sa musique était arrivée, et cette musique était totalement incomprise au sein de la communauté des Tziganes, des Gitans à ce moment-là, parce que, alors évidemment, il y avait des bribes c'était assis sur quelque chose qui était connu, mais ce que lui en faisait, eh bien, ça dépassait très nettement ce qu'il était capable de faire, et c'était pas du tout bien perçu à ce moment-là, soit parce que ça jouait trop vite, soit parce qu'on entrait effectivement dans une musicalité, dans une sensibilité qui était autre que celle qui généralement était mise en avant dans la musique. Vous avez des grands musiciens de jazz d'origine gitane qui reprennent cette tradition, comme Biréli Lagrène, actuellement, qui joue avec les plus grands guitaristes de jazz plus classiques, comme John McLaughlin. Lui aussi guitariste en même temps de pop avec le Mahavishnu Orchestra. Qu'est-ce que vous pensez, mes voisins, tout droit? Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, je pense à une réplique. Peut-être dire Estelle, pardonnez-moi, mais le film, parce qu'il disait justement, c'est pas exactement un biopic, ça raconte quoi exactement? En fait, le réalisateur a décidé de se focaliser sur un moment précis de sa vie, alors qui est un peu, comment dire, pas romancé, mais enfin c'est quand même, par exemple, le personnage joué par Cécile de France était un personnage de fiction. C'est en fait une composition d'une femme libre. Enfin voilà, elle n'a pas existé. C'est plusieurs femmes, parce qu'après c'était un joli cœur. Django Reinhardt, il avait beaucoup d'amoureuses. En tout cas, il aimait les femmes, et donc voilà, ils ont pensé à ce personnage. Mais vraiment, ça se focalise à un moment. Donc il est adulé en France. D'ailleurs, la très belle scène, le film n'est pas totalement abouti, c'est un premier film, mais la première scène est quand même très réussie, parce que c'est vraiment une scène de concert où il joue à Paris devant les soldats allemands. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Il joue, il est protégé par Dr Jazz, qui est un officier allemand. Qui lui a vraiment existé. Et lui a existé, l'a protégé, et ils veulent que Django parte à Berlin pour jouer même peut-être devant Hitler. Et en fait, on se retrouve face à ce personnage, voilà, un génie de la musique qui se sent qui ne se sent pas concerné. Il le dit plusieurs fois dans le film, ce n'est pas ma guerre, alors que la communauté de Tziganes est persécutée, et ça on le revoit tout au long du film. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vraiment ça nous rappelle aussi qu'il y a eu un génocide des Tziganes, et que Django, lui, a priori, ne s'en soucie guère, ce n'est pas exact, mais lui, il vit une vie assez confortable, et donc il ne se pose pas les questions. Mais à un moment, il se rend compte que ça va trop loin, et il décide de fuir. Ça, c'est le contexte. Voilà, et il décide de fuir, donc il est à Thonon-les-Bains, il veut rallier la Suisse, mais voilà, et on est là, et là, il retrouve sa communauté. Et il y a un vrai souci, encore une fois, de coller à la réalité de Tzigane, dans le sens où ils parlent la langue des Tziganes, où ils sont allés... Les Sinti. Voilà, ils sont allés dans la communauté de Forbach, ils ont demandé à des acteurs, il y a beaucoup d'acteurs non professionnels, dont... Alors l'actrice qui joue sa mère, mais qui est extraordinaire, elle s'appelle Bim Bam Bernstein. Alors elle a un don, alors elle est encore meilleure que Reda Kateb, qui est quand même un très bon acteur. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le contexte. Ce qui est dommage, c'est que ce côté authentique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on le retrouve plus chez Tony Gatliff ou chez Emir Kusturica quand il nous parle des Gitans. Après, juste pour Reda Kateb, c'est assez incroyable, parce qu'on l'a rencontré pour TV5 Monde, et il nous a expliqué qu'il a essayé il n'a jamais réussi à saisir le personnage de Django Reinhardt. C'est-à-dire qu'il lui a toujours un peu échappé, Django Reinhardt, comme il a dû échapper à toutes les personnes qu'il a rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a un mystère. Alors, il a paradoxalement très peu d'archives de sa vie. C'est quelqu'un qui ne se livrait pas beaucoup. Donc il fallait qu'il se nourrisse du personnage. Il a pensé à Clark Gable avec la petite moustache, le côté séducteur. Et c'est intéressant, parce qu'on sent vraiment ce personnage un peu mystérieux. Et pour ça, c'est vraiment très réussi. Et encore une dernière anecdote. C'est vrai qu'on a découvert Reda Kateb dans Un prophète de Jacques Audiard, où il jouait le gitan. Donc il dit qu'il a toujours une tête de manouche. Et là, vraiment, il incarne quand même avec beaucoup de perfection ce doux fauve, comme il l'appelle. Voilà. Alain.
Ben, on l'a dit, Django Reinhardt, Jean Reinhardt à l'époque, est né en Belgique, tout près de Charleroi, Liberchy. Bon, c'était un hasard, hein, vous l'avez souligné, Yves. Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré cette absence de lien, il y a au milieu des années 90 un certain nombre de gens qui se sont dit dans la région, on va quand même faire quelque chose. Et ils ont créé un des principaux festivals de jazz en Belgique qui s'appelle les Django Folies et qui, chaque année, au mois de janvier, autour de l'anniversaire de sa naissance, donne l'occasion de voir plein de groupes connus, moins connus, etc., dans toute une série de styles qui sont liés au jazz. On n'est pas dans la fidélité à son genre à lui. Et je trouve que c'est une initiative assez intéressante parce qu'au-delà de l'histoire, mais la musique, elle doit rester vivante. Et pour qu'elle reste vivante, surtout dans des musiques, je ne vais pas dire de niche, mais quand même qui ne sont pas nécessairement mainstream, c'est par les festivals, justement, par ce genre d'activité, par toute une série de concerts, que les choses peuvent rester vivantes et accessibles aux gens. Donc je trouve que ça méritait bien un petit coup de pouce. Voilà, il existe en France les Django d'or aussi. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Mathieu. Ben, peut-être, seulement terminant, j'aimerais revenir sur cette espèce d'ambiguïté quand même que le film cultive quant à la véracité historique et qui, moi, en tant qu'amateur, justement, de l'histoire de Django et amateur du genre biopic, on sait que c'est pas facile, les biopics, mais bon, ça n'en est pas un, sauf que ça a la dégaine d'un biopic. On sait que pour Bird, le film qui s'attendait à la vie de Charlie Parker à la fin des années 80, on avait justement contesté également certains aspects. Même chose, Last Days de Gus Van Sant, qui est carrément, pour rester loin de son ex-femme, carrément fait un film à côté de la vie, même s'il parle de Kurt Cobain. C'est un film qui est difficile si on veut véritablement connaître ce qu'a fait Django Reinhardt et qu'on ne connaît pas Django Reinhardt. On est un peu... on nous utilise parce qu'il y a des choses qui sont véridiques, il y a des choses qui ne le sont pas. C'est érotique. Oui, c'est ça. Et donc, moi, ça m'a dérangé en tant qu'amateur d'histoire de la musique, surtout la fin où on a ce fameux requiem pour Lady Diane qu'il a véritablement composé, mais dont il ne reste absolument rien ou quelques notes. Sauf qu'on a composé une musique. Et on entend donc une musique qui est... Écoutez, c'est une musique un peu générique. C'est une musique de film. Oui, véritablement. Et donc, on nous propose une fausse musique qui aurait été composée par Django Reinhardt, mais c'est pas celle-là, évidemment. Et le film finit quand même sur une note un peu discordante, parce qu'on nous fait passer ça pour sa musique, mais c'est pas ça. Fait que plutôt que de nous proposer une musique qu'il n'a jamais composée et d'essayer de voir qu'est-ce que ça aurait pu sonner, comment ça aurait pu sonner. Mais pourquoi ne pas être resté dans le non-dit et de terminer ça, en fait, comme l'histoire nous l'a enseigné? En tout cas, il y a quelques aspects qui m'ont dérangé, mais ça le dit sur le... C'est pas la première fois qu'on reconstitue une œuvre ou qu'on la termine quand le compositeur décède. Hein, oui, mais c'est quand même... La musique classique en est pleine. Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, on n'essaie pas... On n'a pas réécrit la 10e de Beethoven au complet. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, on ne s'est pas passé à l'histoire non plus. Juste pour ajouter une toute petite chose. Voilà, et on en termine. C'est vrai que les quelques mois de la vie de Django Reinhardt qui servent de base à ce film, dans ces quelques mois à l'automne, été-automne 1943, quand il va à Thonon-les-Bains, il y a très peu d'archives qui sont là et de témoins pour parler de réellement ce qui s'est passé. Alors, il y a Charles Delaunay qui a écrit dans Django, mon frère, en 1968, qui parle. Là, il y a des renseignements. Il y a également, dans une revue obscure qui s'appelle Les Échos Saléviens, un bonhomme qui s'appelle Jean-Claude Ray, qui a fait toute une enquête en 2000, qui a été retrouvé les témoins. Et c'est aussi, moi, une chose qui me gêne, outre le fait que le film est parfaitement réussi sur la musique, c'est qu'on utilise un personnage qui est bien réel, mais qu'on le met dans une situation qui est quand même très fictionnelle, où on prend des libertés. Alors, même si le cadre est juste... C'est allégorique. On a quand même pris pas mal de libertés avec ce qui s'est réellement passé. Et ça, moi, ça m'a un tout petit peu gêné. Comme Mathieu, même si ça remet en rien les grandes qualités musicales, évidemment. Effectivement, Reda Kateb, c'est ne serait-ce que pour ça et pour vraiment comprendre la délicatesse qu'il avait, en fait, le paradoxe qu'il habitait par rapport à la guerre, c'est-à-dire d'être à la fois impliqué et loin de cette guerre-là, c'est magistral. Voilà, interactivité. Merci Mathieu. Nous terminons avec un tweet de la journaliste de France Info, Bintili Diallo, un grand Reda Kateb dans Django Film,
qui est en ces temps troubles rappelle à quel point donc la liberté est fragile. Vous nous suivez sur Twitter, retrouvez des infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission, l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Nous étions avec vous, Mathieu, nous terminons avec vous. Coup de cœur. On parlait d'histoire tout à l'heure. Pour bien comprendre le Montréal d'aujourd'hui, c'est une Française qui s'appelle Catherine Pont-Humbert, qui est allée rencontrer des Montréalais qui leur racontent leur Montréal. Alors, il y a des cartes, on peut vraiment visiter Montréal par le regard d'artistes, de gens qui le vivent. Et vraiment, c'est un petit bijou pour comprendre où est Montréal aujourd'hui. Yves. Je vais rester moi aussi à Montréal. Et comme dans une émission précédente, on évoquait les chanteurs qui écrivent, mon coup de cœur, ça sera mon ami Lucien Francoeur, que vous connaissez, Mathieu. Donc poète, écrivain, rocker également. Grand amateur de Rimbaud. Oui, bien sûr, qui a écrit d'ailleurs une exégèse des textes de Rimbaud tout à fait remarquable. Et puis sa compagne, poétesse montréalaise Claudine Bertrand, et leur fille, également poétesse, Virginie Francoeur. Michel. Coup de cœur, un bouquin, le dernier livre de Metin Erditi, l'écrivain suisse d'origine turque. C'est un dictionnaire amoureux. Alors, comme le veut l'exercice, c'est évidemment un certain nombre de lieux, de personnes, de cultures, de vins, de tout ce que vous voulez qui ont frappé l'auteur et dont il en parle avec une très belle subjectivité. C'est chez Plon, dictionnaire amoureux de la Suisse, que l'on doit à Metin Erditi. Si vous ne connaissez pas la Suisse, ou si vous souhaitez la connaître d'une manière non objective, c'est un excellent moyen. Estelle. Les jeudis de Lima, l'Institut du monde arabe, où nous nous trouvons à un moment de rencontre, de débat. Et le prochain rendez-vous est au féminin avec une femme politique, une philosophe et une écrivaine, à savoir Christiane Taubira, Marie-Josée Monzin et Kautar Archi. Le thème est plutôt passionnant puisque c'est racines et rupture. Donc voilà, les jeudis de Lima. Alain. La Maison de l'Histoire européenne qui vient d'ouvrir à Bruxelles. C'est très riche, 4000 m², 1500 objets provenant de 300 musées européens. Alors, question, est-ce de l'histoire officielle? Ça a évidemment été l'objet d'une polémique puisque c'est financé par l'Union européenne. Une réponse concrète, on y trouve même le bulletin de vote lors du scrutin concernant le Brexit. Donc, on n'a rien voulu éluder. C'est un symbole d'une certaine ouverture, ça mérite d'être souligné. Merci mille fois. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.